Vous êtes toujours sur LCF, toujours en compagnie de Bunton. Alors, on va revenir un peu, à votre vie ici en France, parce que vous n'êtes pas tombé dans la politique par le chemin, classique des études, l'ENA. Sciences Po, l'ENA. Voilà, exactement. En fait... C'était un hasard. Oui, ou une envie forte de revanche sociale, je sais pas. Non, même pas. En fait, moi, j'ai toujours eu envie. Je me suis impliqué en fait très tôt grâce à mon père. À l'époque, je disais plutôt à cause de mon père, d'ailleurs, quand j'étais petit, parce qu'il me traînait un petit peu de force à l'époque dans les associations, etc. Et lui était très impliqué. Association asiatique, toujours. Hein. Oui. Alors, à l'époque, c'était des associations d'entraide surtout. C'est-à-dire que il y avait beaucoup de gens qui arrivaient, qui ne maîtrisaient pas le français, qui avaient même des problèmes pour remplir des feuilles de soins, pour lire un courrier administratif. Et donc, l'idée, c'était essayer d'aider ces gens-là dans leur quotidien. Ouais. Ensuite, c'est une association. Ce sont des associations, à l'époque, c'était des lieux où les gens se retrouvaient pour échanger, parfois des informations pragmatiques. Là, je cherche un appartement, on va voir là-bas, etc. Parfois, c'était, il y a une boutique qui se dit, tu veux pas ouvrir une épicerie, un restaurant, ou quelque chose comme ça. Et puis, des fois, c'était plus sérieux que ça. C'était, il y a telle personne qui est arrivée du Cambodge, ils ont appris, ils m'ont dit qu'apparemment, ils ont vu tes parents, ils sont morts. Bon, voilà. Et c'est comme ça qu'on avait des nouvelles. Des gens qui avaient disparu. Voilà. Et petit à petit, l'activité s'est développée. On a créé des sections pour les femmes, ensuite des sections, par exemple, une section pour le bouddhisme. Il y a un temple, par exemple, à Mika des Tétiou, dans le 13e. On a créé ensuite section jeunes. Il y a eu beaucoup de sections qui ont été créées et chacun avait ses activités. Et dans le cadre justement de cette association, moi je me suis impliqué depuis 89. Donc j'avais en charge la section jeunes justement. On a fait pas mal de choses. On a fait. Vous aviez quoi, 14 ans, enfin très jeune. Alors déjà, 89, 67, voilà. D'accord. Un peu plus quand même. Un petit peu plus. 22 ans quand même. D'accord. Ouais. Je m'étais occupé de ces jeunes. On a fait pas mal de choses. On a fait une section par exemple pour faire des volley-ball, du bowling, du tennis, des sorties, etc. Des cours de danse. Et en fait, au fur et à mesure, on a fait pas mal d'événements un peu en lien avec la mairie. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Et puis, on faisait une chose qui pour moi était importante, c'est que je disais aux gens qui étaient naturalisés français, c'est-à-dire que vous aviez des droits, mais également des devoirs. Il fallait à chaque élection aller voter. Et donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait venir en fait les principaux partis politiques ou les candidats. Puis, on faisait des échanges pour qu'ils posent des questions, qu'ils comprennent, etc. Parce que je m'étais aperçu que les gens n'avaient pas voté parce que ils savaient pas pourquoi voter, ils n'étaient pas informés, etc. Donc, on avait fait ça à chaque élection d'ailleurs, présidentielle, municipale, législative, etc. Et puis en 2008, au municipal de 2008, on a fait la même chose. Et je disais aux jeunes, parce que beaucoup avaient grandi, alors bon, on parlait surtout aux parents qui votaient, mais du coup, en 2008, beaucoup étaient déjà majeurs, travaillaient, etc. Et je leur disais que, comme les municipales, ça allait impacter leur vie de tous les jours, en plus d'aller voter, ce serait bien qu'ils aillent sur les listes, qu'ils prennent part carrément du... Comme vous. Oui, vous étiez déjà sur les listes. Pas du tout. Moi, mon idée, c'était vraiment de présenter d'autres jeunes. Et moi, j'avais pas du tout envie d'y aller. D'accord. Et donc, on avait présenté des jeunes à toutes les listes, d'ailleurs. À l'époque, c'était le RPR, l'UMP, je sais plus, le MoDem, le PS, etc. Et en fait, ce sont l'équipe, c'est l'équipe en fait de la mairie du 13e qui est venue me voir en disant, ce serait bien que tu viennes avec nous sur les listes. Voilà. Et ça démarrait comme ça. Pour vous, c'est important quand on est issu de l'immigration de participer à la vie de la cité, pas juste arriver. Oui, alors moi, j'aimais participer à la vie de la cité. Ça comprend la racine du mot, vous voyez. Voilà, mais en revanche, le côté politique, pour moi, j'avais une idée qui n'était pas bonne. Moi, je voyais le côté un peu politicienne, un peu. Et ça m'agaçait parce que ce qui m'intéressait, c'est de faire les choses. Et le côté social aussi. D'aider les gens, essayer de faire ce qu'on peut pour essayer chacun d'apporter un petit plus au quotidien. La politique, c'est surtout du parler pour vous. Du coup, vous avez l'impression que ça manque d'action après. Mais on voyait souvent dans les débats et autres, d'ailleurs, que plein de promesses sont faites et puis finalement peu sont tenues.
Et c'était le côté que j'aimais pas. D'accord. Et j'aimais pas non plus le côté où les uns dénigraient les autres. Et parfois sur les mêmes sujets. Des campagnes. Donc voilà, moi ensuite, j'avais dit non d'ailleurs au début, et puis finalement j'ai accepté en passant un accord avec l'équipe de la mairie, en disant d'accord, mais vous me donnez les moyens de faire des choses concrètes, de vrais projets. Voilà. Et c'est comme ça que je suis arrivé en mairie. Voilà. Et en même temps, vous êtes toujours businessman à côté, ou vous quittez complètement vos activités dans le thé notamment Alors j'y étais jusqu'à récemment, mais là en fait j'y arrive plus. D'accord. Donc c'est très compliqué. C'était déjà compliqué avant, parce que finalement, un mandat, ça peut être très, très, très chronophage. C'est-à-dire que si on veut bien faire les choses, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Surtout quand vous acceptez des entretiens comme les nôtres à l'autre bout de Paris, encore plus. Hein. Non, mais c'est chouette en tout cas de voir comment ce cheminement vers la politique s'est fait et comment aussi vous essayez d'inclure justement ces jeunes des quartiers, notamment du 13e, pour dire... soyez un peu plus au courant de ce qui se passe, venez voir. Oui, tout à fait. Alors là, par exemple, récemment encore, on a organisé des visites de l'Assemblée pour des groupes de lycéens, etc. Mais également, j'ai proposé récemment encore là, à des élèves de CM2 ou CM1, je ne sais plus, de venir. J'étais allé les voir dans leur école et j'étais très étonné parce que je m'attendais... à leur expliquer assez succinctement ce qui était l'Assemblée nationale, etc. Et j'ai découvert que la maîtresse avait déjà fait ce qu'il fallait, et ils étaient chacun venu avec une liste de questions, mais pensées, réfléchies, et c'était vraiment un échange très très intéressant. Ils sont demandeurs, les jeunes, vous sentez qu'ils ont envie de découvrir la politique? Ah oui, beaucoup. Alors après, il y a encore beaucoup de raisons qui font qu'il y a encore peu d'Asiatiques en politique aujourd'hui. Pourquoi, justement? Mais pour plusieurs raisons. La première, je pense, tient à la culture. Les Asiatiques en général, je dirais, évidemment, il y a des exceptions, etc. Voilà, ils sont plus réservés, moins à s'afficher, etc. Donc pour eux, par exemple... prendre la parole en public, etc., c'est pas quelque chose d'évident. Ensuite, vous avez également l'historique des gens, c'est-à-dire que beaucoup de gens, quand je dis des jeunes, c'est pas eux, mais les parents, par exemple, n'ont quasiment jamais voté de leur vie. Ils n'ont pas voté, ils savent pas ce que c'est, ils n'ont pas fait de campagne, etc. Ceux qui ont fait leurs études, ont grandi ici, finalement, ils ont un environnement politique qui est un petit peu, je veux dire, classique, entre guillemets. Il y a les radios, il y a la télé, il y a la campagne, ils suivent ça à la télé. Bon, il y a eu des élections, ils ont vécu ça. Mais malgré ça, la politique n'est pas un sujet de conversation au dîner le soir. C'est pas quelque chose de naturel. Ils vont en parler entre copains, etc. Mais c'est pas un sujet qui vient comme ça. Et puis, vous avez aussi des gens qui, parce qu'ils avaient dans leur pays d'origine, je pense surtout des parents, avaient une opinion politique, et ils ont été réprimandés, parce que si jamais vous soutenez un parti et que c'est l'autre parti qui arrive au pouvoir, c'était un peu compliqué. Donc tout ça mélangé, et puis je disais le fait aussi que quand ils sont arrivés, ils avaient d'autres soucis que d'aller faire de la politique. Tout bêtement. Et en plus, faut savoir aussi ça, c'est que beaucoup de gens ne maîtrisaient pas suffisamment le français pour pouvoir faire la politique. Donc tout ça mélangé fait qu'il y a finalement très peu de gens en politique. Et aujourd'hui, ça commence à changer. Premièrement parce que les jeunes arrivés en âge de faire la politique ont été formés en France. Certains ont fait Sciences Po, comme vous dites. L'ENA. L'ENA, oui. Peut-être pas beaucoup encore, mais il y en aura. Et petit à petit, vous voyez, ça commence à changer. Et puis surtout, beaucoup, en fait, de ces jeunes ont vu leurs parents, leurs frères aînés, leurs sœurs aînées faire des affaires. Et puis, ils se disent, voilà, peut-être qu'il y a autre chose à faire que des affaires. Et puis, certains se disent aussi, il faut quand même qu'on arrive à défendre nos idées. Et puis, il y a aussi des gens qui arrivent à partir sur d'autres voies, sur l'art, sur le cinéma, sur les médias, vous voyez. Alors, Buntan, du business, notamment du thé par lequel vous êtes passé, il y a une autre thématique qui vous est chère et que vous prenez depuis un petit moment, c'est la médecine traditionnelle chinoise. Vous avez, depuis longtemps, essayé de faire en sorte que, elle rentre dans les soins pris en charge par la santé en France. Vous avez aussi un projet de loi, une proposition de loi? On y travaille, j'essaie de pousser ça, tout à fait.
Oui, c'est tout à fait vrai ce que vous dites. C'est-à-dire que depuis assez longtemps, j'ai constaté un peu empiriquement que c'était un manque. D'abord auprès des personnes âgées asiatiques qui avaient l'habitude de se soigner avec les médecines traditionnelles, préventives, etc. Et qu'on n'a plus en France. Et parce que quand j'étais petit... qu'on n'a plus parce que avant. Quand je dis qu'on n'en a plus, c'est que ces gens-là l'avaient avant. Et quand ils sont arrivés en France, ils n'ont plus. Voilà. Moi, par exemple, quand j'étais petit, quand j'avais de la fièvre, je me souviens très bien, ma mère me faisait une décoction avec une corne de, je sais pas, des gazelles ou je sais pas quel animal, qu'on râpait avec un bout de verre. Ça faisait des copeaux. On faisait bouillir et ensuite on filtrait ça, on buvait. Bon, honnêtement, je n'aurais pas essayé moi-même. Je dirais que c'est du n'importe quoi. Mais malheureusement ou heureusement, ça marche. Ça marche. Et donc moi, j'ai grandi en France. Je suis très cartésien, moi. Et donc ce genre de choses, pour moi, c'est un petit peu, je crois ce que je vois. Et il y a des choses comme ça qu'on a vécues quand on était petit et qui me font dire que ça fonctionne. Après, j'ai eu des expériences également où j'ai eu, par exemple, des douleurs au dos pendant très longtemps. J'ai fait beaucoup des radios, des échographies, d'IRM, etc. J'ai fait à tourner les médecins pendant longtemps, des années. On n'a pas trouvé pourquoi. Bon. Et un jour, j'arrive en Chine dans un bled, on va dire ça, c'est vraiment perdu. Et je lui dis j'ai mal au dos. C'est une amie de mon père me dit je t'emmène voir le médecin, mais il était tard. Et là j'arrive dans l'hôpital, tout était fermé, il faut allumer les lumières, c'est dans une salle, c'était vide. Et là je vois arriver le médecin qui me dit installe-toi là, et puis il me regarde et me dit tu dois avoir des problèmes là et là. Alors j'ai dit, c'est un ami, j'ai dit, mais tu l'as dit? Mais non, j'ai pas dit, on vient d'arriver. Alors déjà, je me dis, bon, c'est bizarre ce truc-là. Comment il voit tout de suite ce qui se passe? Après, il me dit, lève-toi, marche. Je marche. Et il me dit, alors, tu as les douleurs qui sont là, oui, en effet, donc tu as ce problème-là. Je dis, mais comment il peut savoir? Et il me dit, donc tu peux te soigner comme ça, pour pouvoir opérer, etc. Je dis, oh là là, non, opère rien du tout. Et il me dit, sinon, demain, tu reviens, ce sera ouvert, tu pourras faire une radio, vérifier, etc. Donc, toute la nuit, ça m'a travaillé. Le lendemain, je reviens exprès en me disant, je fais une radio. Bon, on vérifie la radio. Elle me dit, tu vois, c'est ça, ça et ça. Alors moi, je suis pas médecin, mais je trouvais ça quand même bizarre. Et donc, je demande à récupérer les radios pour revenir en France avec. Je reviens en France avec. Et là, je revois les médecins que j'avais vus X fois. Et ils me disent, ah oui, en effet, vu comme ça, mais on voit pas bien, mais en effet, c'est possible. Alors, je me dis, alors, soit il y en a un qui s'est payé ma tête pendant longtemps, ou soit l'autre, là, je sais pas comment il a fait, mais il a un coup de bol incroyable. Il a trouvé comme ça, par hasard, ce que j'avais. Et j'ai eu des expériences comme ça, qui au cours de ma vie, me font dire qu'il y a des trucs qu'on ne s'explique pas bien, mais qui fonctionnent. Donc après, parce que c'est une approche beaucoup plus globale. Non? Oui, en fait, ce sont deux approches totalement différentes. C'est-à-dire que en médecine traditionnelle chinoise, on essaie de faire en sorte que le corps s'équilibre. Et surtout, on fait la prévention. C'est d'énergie. Voilà. Et par exemple, souvent, on me dit, je comprenais pas à l'époque, un bon médecin, c'est un médecin dont les patients sont pas malades. C'est ça, on dit même que c'est j'ai entendu dire ça, je sais pas si c'est vrai, que c'est le médecin qui paye le patient s'il vient le voir et qu'il est malade. Ça, c'est le rêve, ça, mais ça, c'est un rêve de la Sécu. Oui. Non, mais c'est vrai que beaucoup, en fait, de médecins, ils vont voir les gens. Par exemple, moi, ce que j'ai gardé toujours, c'est que, par exemple, quand j'étais petit, ou maintenant quand je vais en Asie, souvent on me dit, oh là, t'es un peu enroué, ou tu commences à te moucher, prends telle soupe, prends tel truc. Ah oui. Et alors, honnêtement, moi, je suis pas suffisamment calé pour dire ce qu'il faut prendre. Mais en revanche, j'écoute sagement et je prends. Parce que souvent, ça fonctionne. Après, quand j'ai porté ce projet de MTC, médecine traditionnelle chinoise, en 2008, j'ai commencé à porter ce projet. Donc ça fait quand même 10 ans maintenant, ça passe vite. On était quand même parti d'une feuille blanche, avec beaucoup d'a priori, beaucoup de gens contre, beaucoup de médecins contre. Du coup, je dois remercier à l'époque le député de l'époque qui était aussi président de la PHP, qui m'a beaucoup aidé, Jean-Marie Le Guen, parce que moi, j'étais pas médecin,
je porte un sujet qui était vraiment loin d'être gagné. Et heureusement qu'ils m'avaient soutenu, ainsi que beaucoup de professeurs qui m'ont aidé par la suite, et le professeur Beaumelou, etc. À la Pitié-Salpêtrière, c'est Tout ça, à fait, ouais. oui. Et on a quand même beaucoup progressé, puisque depuis, il y a un institut qui a été créé à la Pitié-Salpêtrière, de MTC. Il y a en fait des médecins qui sont venus se former en France. Il y a des échanges réguliers. Il y a une journée. Il y a 2 écoles, effectivement, en France, où on se forme. Oui, donc, et ça avance. Ouais. Et par exemple, au CHU, à la Pitié-Salpêtrière, dans le tronc commun de médecine occidentale, il y a un cours de médecine chinoise, basique, pour qu'on ait les premières bases. Il y a une semaine qui a été organisée de médecine chinoise où il y a vraiment des échanges. Il y a des centaines de médecins qui viennent. Il y a le Dumétrac qui a enseigné. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Et aujourd'hui, on en est à commencer à faire les premiers tests cliniques des médicaments avec des hôpitaux en Chine, mais avec en fait la rigueur de ce qui est exigé en France. D'accord. Oui, aujourd'hui, on va même jusqu'à soigner des effets secondaires de chimio avec la médecine traditionnelle chinoise, que ce soit avec l'acupuncture, la phytothérapie. Tout à fait. Après, il y a aussi tout ce qui est Qigong, Tai Chi, pour travailler sur la respiration, un état méditatif. C'est bien informé, dites-moi. Mais oui, moi j'anime une émission qui s'appelle Harmonie, donc j'ai interviewé beaucoup de praticiens, effectivement, à Paris de médecine traditionnelle chinoise. Et je pratique aussi sur moi-même. Donc, c'est vrai. Oui, travail absolument. sur le corps et ça se voit, l'esprit. non, j'ai rajeuni depuis un an romarique. Oui, je constate tous les jours les effets bénéfiques de la médecine traditionnelle chinoise. On a interviewé un maître en Qigong. Il avait 80 ans passés. Il faisait plus jeune que nous. Mais bon, n'allons pas jusque-là, mais quand même, c'était assez impressionnant. Ouais. Mais vous faites pas vos 90 ans? Non, ça va plutôt bien. Médecine traditionnelle chinoise. Bon, et donc à suivre ce projet de médecine traditionnelle chinoise. Enfin, en tout cas, ça avance peut-être pas aussi vite qu'on le voudrait. Non, mais attendez, c'est pas facile. C'est un sujet qui est lourd, que je continue à rapporter. J'en ai encore parlé récemment à la ministre, Mme Buzyn. Et en effet, je vais essayer de pouvoir faire avancer tout cela, mais toujours dans le respect quand même. On ne peut pas tomber un petit peu dans le charlatanisme. C'est comme un risque. Mais aujourd'hui, étant donné le développement que connaît cette médecine, je pense que c'est plutôt un risque sérieux pour les patients en France de ne pas avoir de cadre légal. Aujourd'hui, n'importe qui peut déclarer médecin. Il y a des gens qui vendent des trucs dans des officines, on ne sait pas ce que c'est. Et surtout, il y a peut-être un problème, un risque sur la qualité des plantes, etc. Puisque la même plante cultivée à 2 endroits différents ou cueillie à 2 périodes différentes de l'année peut avoir des effets différents. Et si on utilise les feuilles au lieu des racines ou des tiges ou de je sais quoi, donc il y a un vrai savoir à maîtriser. D'accord. Et j'espère bien qu'on pourra demain légaliser et contrôler cette médecine, parce que je suis convaincu, en revanche, que ça apportera beaucoup de bien à beaucoup de gens qui aujourd'hui ne connaissent pas cette médecine. Et là, vous disiez tout à l'heure le traitement des effets secondaires. Ça existe en Chine, mais j'étais allé je crois que c'est en 2010, je crois, à New York, où il y a un centre spécialisé dans les cancers. Il y a un bâtiment spécialisé dédié à ça, pour les personnes en fait, qui sont en chimio, de pouvoir vraiment apporter un confort supplémentaire dans la vie de tous les jours, y compris des personnes qui sont en stade terminal. Oui, complètement. Mais même vraiment à New York, ils ont un institut pour ça, mais en tout cas, moi, j'ai côtoyé des personnes qui ont aussi essayé ça pour soulager, et effectivement, parfois, ça fonctionne. Donc, à New York, ils m'avaient dit qu'ils avaient plus de 76% de gens contents qui redemandent ça. Et je me dis, on ne peut pas se permettre de dire on n'offre pas ça aux gens aujourd'hui qui sont traités, alors que c'est disponible. C'est vraiment un devoir, je pense, de pousser ça. Évidemment, en restant dans le cadre, et surtout, on a besoin de spécialistes, de vrais médecins qui suivent tout ça pour que justement ça soit fait dans les règles de l'art. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Donc, des festivités du Nouvel An à la médecine traditionnelle chinoise. On est en plein de cette culture passionnante de la Chine, et LCF est là pour faire le pont entre les deux en permanence. Donc, on vous attend quand vous voulez pour reparler de sujets entre la France et la Chine. À très bientôt alors, pour parler gastronomie. Avec plaisir, pour qu'on parle gastronomie. Merci. Merci bien.